Bonjour à tous. On fait la correction du planning CM1, CM2 pour la semaine du 27 au 30, jour numéro 1. Alors, je passe sur la gamme de lecture, la copie, la dictée flash et je commence par la phrase du jour. Alors, la phrase du jour était bientôt les enfants pourront lire des contes merveilleux. Il fallait la transformer à l'imparfait en utilisant il ou elle. Il ou pluriel. Alors, bientôt les enfants pourront lire des contes merveilleux à transformer à l'imparfait. On a un petit souci ici, c'est ce que j'ai marqué dans la correction. Le souci, c'est que notre phrase commence par bientôt. Or, vous savez sans doute que si notre phrase commence par bientôt, ça veut dire qu'on fait du futur. Bientôt, normalement, c'est dans le futur. Ça voulait dire qu'il fallait penser à changer aussi ce mot-là, cet adverbe-là de temps-là. Il fallait lui donner une autre signification. Alors moi, dans la correction, je vous ai proposé autrefois. Vous pouviez aussi le remplacer, comme je vous ai dit, par avant, hier, jadis. Ces autres mots qui vont nous donner du passé, puisque l'imparfait est un temps du passé. Alors, bientôt les enfants pourront lire des contes merveilleux, à transformer avec il la troisième personne du singulier. Je vous propose donc autrefois, il pouvait, a été, lire des contes merveilleux. Et à la troisième personne du pluriel, autrefois, il pouvait, a-i-e-n-t, lire des contes merveilleux. Ensuite, on regarde ensemble la fiche de lecture. Donc vous aviez 7 fiches de lecture sur la Renaissance qu'il fallait donc lire en entier, partout, et ensuite le questionnaire. Alors, première question, coche la bonne réponse. Que fit Magellan en 1519? La réponse était « Il entreprit le premier tour du monde ». On trouvait la réponse tout au début du texte. Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492 et Magellan part pour le premier tour du monde, le premier voyage autour du monde en 1519. Pourquoi les livres sont plus nombreux à partir de cette époque? Eh bien, tout simplement parce que l'imprimerie est née. Ensuite, réponds aux questions. Contre quel pays les rois de France mènent-ils des guerres et pour quelles raisons? Alors, ici, vous voyez bien en plus, c'est quel pays? Donc, quel est au singulier? Donc, on attend un seul pays, qui est l'Italie. On trouve la réponse de ce côté, ici, juste après l'histoire de l'imprimerie. À partir de 1494, les rois de France mènent des guerres en Italie pour agrandir la France. Voilà. C'est ce qui va nous permettre après d'avoir la Renaissance qui a été importée d'Italie. C'est un des bénéfices qu'on retire de ces guerres. Quelle différence y a-t-il entre les châteaux du Moyen-Âge et ceux qui sont construits à la Renaissance? Alors ici, je suis allée rechercher l'information dans la troisième partie de votre texte, l'inspiration italienne. Et on pouvait tout simplement recopier une partie. De nouveaux châteaux se construisent, plus raffinés que les forteresses du Moyen-Âge. Leurs façades sont décorées de fenêtres qui s'ouvrent sur de beaux jardins. Donc, une des différences, et c'était la différence principale, effectivement, les châteaux du Moyen-Âge, c'était des châteaux pour se protéger, pour faire la guerre. Les châteaux de la Renaissance, on l'avait vu en classe quand on a travaillé sur François Ier, eh bien, ils ne sont pas faits pour se protéger et faire la guerre, ils sont faits plutôt pour recevoir, et donc ils sont confortables. Ensuite, cite 5 châteaux où François Ier séjourna. Alors, c'était pas très clair dans le texte quand même, pour les 5, parce que ici, la cour du roi, on parle de François Ier, on nous parle d'Amboise, de Blois, de Chenonceau et de Chambord. Fontainebleau n'est pas un château de la Loire, d'accord? Après, on pouvait l'indiquer aussi. Il y avait aussi le château d'Azel-Rideau, donc le château de Fontainebleau est aussi un château de François Ier, je ne l'ai pas mis, j'aurais pu le rajouter. Voilà, moi je me suis concentrée sur les châteaux de la Loire. Alors justement, je donne la réponse à la question qui suit. Le long de quel fleuve se trouvent ces châteaux entoure la bonne réponse. Donc la bonne réponse c'était la Loire, les châteaux de la Loire. J'ai rajouté sur cette fiche la réponse à l'exercice où il fallait ranger les fleuves par ordre alphabétique. Alors, dans l'ordre alphabétique, la Garonne, la Loire, le Lot, le Rhône, la Seine et le Tarn. Je vous envoie la carte sur laquelle vous allez trouver les différents fleuves, notamment la Garonne, etc. Et puis, vous allez pouvoir localiser le Lot et le Tarn. Je vous rappelle quand même que la Seine, on la connaît bien, puisqu'elle coule à Freneuse, notamment.
Relie chaque nom de personnage célèbre à la proposition qui convient. François Ier, c'est un roi de France. Léonard de Vinci, c'est un peintre, entre autres. Christophe Colomb, c'est un navigateur, un explorateur. Et la Joconde, c'est un tableau, un portrait, que vous pouvez voir au musée du Louvre. À présent, on s'intéresse aux mathématiques. Donc le nombre du jour, c'était 7 90 834. Quand on écrit, on pense bien à mettre les tirets. On écrit bien un S à million, il y en a plusieurs. Mais on ne va surtout pas mettre de S à 100, même si on en a 800. Je vous rappelle qu'on doit mettre un S seulement s'il n'y a rien derrière. Or ici, on a 34, donc on ne peut pas écrire de S à 100. Au niveau des décompositions, ça donne 7 millions, plus 90 000, plus 800, plus 30, plus 4. On peut aussi écrire 7 fois 1 million. 7 millions, c'est 7 fois 1 million. 9 fois 10 000, 8 fois 100, 3 fois 10 et 4 fois 1. J'ai écrit ensuite les 5 nombres qui suivaient. J'y ai ajouté 10 000. Alors, si je regarde ici, ajouter 10 000, ça veut dire que je vais regarder le chiffre des dizaines de mille. Ici, j'ai 90 834. Si je rajoute 10 000, je vais donc passer à 7 100 834. Et je rajoute encore 10 000, j'arrive à 7 110 834. Le reste ne bouge pas, rappelez-vous. Ensuite, si je rajoute encore 10 000, 7 120 834, 7 130 834 et 7 140 834. On regarde le problème du jour. Donc l'Airbus A380 consomme approximativement 15 600 litres de kérosène à l'heure. Calcule sa consommation pour une demi-heure. Je précise que j'ai recopié volontairement l'énoncé. Je ne vous l'ai pas demandé. Il n'est pas obligatoire de le recopier. Ça, c'est à voir en fonction de votre état de fatigue. Alors moi, je voulais recopier. Déjà parce que je voulais vous montrer les données utiles de ce problème. Les données utiles, on apprend que l'Airbus A380 consomme à peu près 15 600 litres à l'heure. Et là, on nous demande pour une demi-heure. Donc, une demi-heure, c'est la moitié d'une heure. Donc, si je veux la moitié d'une heure, je veux la moitié de 15 600. Je fais donc 15 600 divisé par 2. Je recherche la moitié de 15 600. Ça me fait 7 800 litres. Donc, l'Airbus A380 consomme approximativement 7 800 litres par demi-heure. On passe rapidement aux opérations. Alors, les opérations, la première soustraction, elle était facile. J'avais mis sans retenue, j'espère que vous avez réussi. La deuxième, la multiplication. Si on multiplie par un nombre de chiffres, on n'oublie pas que ça veut dire qu'on multiplie par des dizaines. Donc, on pense bien déjà à aligner tous les nombres les uns en dessous des autres. Et ensuite, on pense bien à faire les deux lignes pour faire une addition, pour faire le total des deux lignes. Ensuite, on passe à la division. Je vous ai rappelé qu'avant de faire la division, je ne l'avais pas fait jusqu'à présent, mais je vous le rappelle maintenant, qu'avant de faire ma division, je peux trouver l'ordre de grandeur du résultat. Ça va me permettre de savoir combien de chiffres je vais avoir dans mon quotient. Alors, pour calculer cet ordre de grandeur, je regarde ici le diviseur. Le diviseur, c'est le nombre qui est ici, c'est 6. Je divise 4921 par 6. Donc, si le résultat était 10, ça ferait 60. Bon. On va regarder ici, on va faire un ordre de grandeur. Donc, on va essayer de trouver entre quoi et quoi notre résultat est situé. Donc, 6 fois 10, ça fait 60. 6 fois 100, ça fait 600. 6 fois 1000, ça fait 6000. Donc 4921, c'est plus petit que 6000, mais c'est plus grand que 600. Ça veut donc dire que le résultat, il va être entre 100 et 999. Ici, dans mon quotient, je vais avoir un résultat, il va être entre 100 et 999. Ça veut donc dire que je vais avoir 3 chiffres au quotient. Donc, je vous rappelle, pour calculer cet ordre de grandeur, on prend le diviseur et on va faire comme ça, on va le multiplier. N'hésitez pas à le faire, c'est pas mal. Ça vous permet de vous repérer, comme j'ai fait,
je multiplie par 10, même si on sait facilement calculer ça, on l'écrit et ensuite on vient le positionner entre pour le voir visuellement et ensuite on prend le nombre donc qui est au-dessus. D'accord? Ça c'est important, ça va vous aider à ne pas vous tromper. La division, donc je ne peux pas prendre 6, je ne peux pas prendre 4 pour diviser par 6, donc je vais prendre 49, 8 fois 6, 48, il me reste 1, j'abaisse le 2, j'ai 12, 2 fois 6, 12, j'enlève 12, j'abaisse mon 1, et 1, eh bien, je ne dois pas là oublier d'écrire un 0. Parce que sinon, si on n'avait pas calculé l'ordre de grandeur, on pourrait avoir une erreur, écrire 82. Ici, avec le 1, bah, ça marche pas, alors je me dis que j'ai rien à écrire. Et en réalité, ici, il faut bien penser à écrire. On ne peut pas enlever quoi que ce soit, donc c'est 0. Mais le 0 existe, il est là, il est présent. Et cet ordre de grandeur nous permet justement de ne pas nous tromper. Et de savoir que là, si jamais on n'avait rien écrit, ben on voit bien qu'on a mis un petit tiret, donc on voit bien qu'on a besoin de rajouter un nombre. Ensuite, on passe aux exercices de fraction. Donc on corrige maintenant les exercices que vous aviez à faire sur les fractions. Je commence par l'exercice numéro 1, page 36. Donc écrit les fractions représentées par les parties coloriées. On vous rappelle à chaque fois que ce grand rectangle représente une unité. Ensuite, on vous demande d'écrire la fraction correspondante. Alors, ici, mon rectangle de 1, il est coupé en 2 parts égales. La fraction que l'on attendait donc était 1 demi. Ici, mon rectangle unité, il est coupé en 4 parts égales. On attendait donc 1 quart. Dans ce rectangle, on a coupé en 8 parts égales et on en a colorié une part. Ça fait donc 1/8. Dans la dernière partie, on a coupé notre rectangle en 2 et on en a colorié une part. Ça fait donc 1/2. Sur l'exercice 2, alors, l'exercice 2, c'est la même chose que celui-ci, dans le sens où on vous montre que ça représente une unité, mais la difficulté pouvait d'une part, les difficultés pouvaient être d'une part la difficulté de lire les graduations, de comprendre les graduations, et en plus que ces graduations n'étaient pas toujours les mêmes. Donc, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que cette jauge, c'est l'unité, elle vaut 1. Ensuite, donc ces jauges ne sont pas coupées toujours de la même façon. Alors, petite astuce. Regardez ici, sur la première. Alors, vous pouvez très bien me dire, bah ça se voit, regarde, là on est à la moitié. Oui, effectivement, on pourrait écrire 1/2, parce qu'on voit qu'ici, on a 2 parties de même longueur. Donc ici, en A, j'aurais pu écrire 1/2. Après, si jamais je regarde le nombre de graduations, alors ici j'ai un petit trait, 2 petits traits, 3 petits traits. L'erreur, c'est de dire, ah bah c'est coupé en 3. Bah non, c'est pas coupé en 3, regardez bien. Ici, si je coupe jusqu'au bout, je vais avoir 1. Ici, ça va faire 2. Ici, ça fait 3. Puis la dernière partie, ça fait 4. Donc il faut imaginer que ces graduations, elles sont sur toute la longueur et qu'elles coupent donc cette unité en 4. Du coup, la réponse pour le A, c'était 2 quarts ou bien 1/2. Pour le B, alors ici, on regarde bien, on a 2 traits, et donc on a une part, 2 parts, 3 parts. Donc on a coupé en 3, on a donc des tiers, et on a pris 2, donc ici le résultat c'est 2 tiers. Pour celui-ci, 2 réponses encore étaient possibles. Si tout est colorié, eh bien ça veut dire qu'on a une unité entière. Alors on peut donc écrire 1. Et puis si on veut savoir quelle fraction précisément on a représentée ici, eh bien on va regarder les petites graduations. Ici j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Donc mon unité était coupée en 5 et j'ai tout rempli, donc j'avais 5 parts. Donc ça faisait 5 cinquièmes ou bien une unité entière. Enfin, pour l'exercice D, notre pipette là était coupée en 1, 2, 3 et 4. Et j'avais pris 3 quarts.
on passe maintenant à l'exercice numéro 3. Il fallait donc tracer une bande de 7 carreaux sur notre cahier. Alors, je l'ai reproduite ici. Donc, j'ai tracé une bande de 7 carreaux. Je l'ai coupée en 7 cases. Hop. J'en ai colorié comme on m'a demandé 2 septièmes, donc 2 cases en rouge. On m'avait demandé 3 septièmes en bleu. Et ici, la fraction qui n'est pas coloriée, elle est ici. Il me reste 2 cases de l'unité que j'avais coupée en 7, c'est-à-dire 2 septièmes. D'accord? C'est pas 2 tout court, c'est 2 septièmes. Enfin, on passe à l'exercice 4, page 39. Vous aviez une droite à reproduire. Alors j'espère que vous avez bien pu voir parce qu'elle n'était pas forcément très visible sur la photocopie ou le scan, je ne sais plus. Donc j'espère quand même que vous arriviez à bien voir. Cette droite graduée était coupée en 7 comme tout à l'heure. Donc ici, on avait à poursuivre puisqu'elle était plus grande que 1. Donc on avait 0, 1 et ici ça continuait. Il fallait placer sur cette droite les fractions demandées. Donc, ici, on est à 2, 1 bon, 2 bons, 2 septièmes. 3 bons, 3 septièmes. Si je continuais ici, je serais à 4 bons, 5 septièmes, 6, 7. 1 égale 7 septièmes. On ne l'a pas demandé, mais en tout cas, vous le savez. Le bon d'après, j'arrive à 8 septièmes, je fais encore 2 bons, et j'arrive à 10 septièmes. Ensuite, vous aviez arrangé les fractions dans l'ordre croissant, le 3 page 40. Alors, les fractions ici sont toutes au même dénominateur. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème. Elles ont toutes la même base. Ce qui veut dire que l'on a simplement à regarder le numérateur. Le numérateur, c'est celui qui est en haut. Le dénominateur, c'est celui qui est en dessous. D'accord? Donc, ici, 4, c'est plus petit que 7, qui est plus petit que 9, qui est plus petit que 10, qui est plus petit que 12, qui est plus petit que 16. Pas trop compliqué, puisque vous aviez à chaque fois le même dénominateur. Donc 4 neuvièmes, etc. Enfin, le dernier exercice, c'était un exercice dans lequel on avait besoin de savoir à chaque fois, dans les fractions qui étaient plus grandes que 1, combien d'unités on avait et combien il nous restait de fractions qu'on ne pouvait pas forcément réduire tout de suite. Alors, 5 quarts. Dans 5 quarts, j'ai 4 quarts. Et puis, il me reste encore 1 quart. Donc, ça s'écrit 4 quarts plus 1 quart, ça fait 1 plus 1 quart. Même chose pour 10 septièmes. 10 septièmes, on va chercher combien il y a de 7 dans 10. Eh bien, ça fait 7, du coup 7 septièmes, plus 7 plus quelque chose égale 10, donc c'est 3. Donc 7 septièmes plus 3 septièmes, ça fait 1, puisque 7 septièmes, on le remplace par 1, plus 3 septièmes. Même chose pour 9 sixièmes. Dans 9, j'ai 6 sixièmes. Dans le 9 sixième, j'ai 6 sixièmes. Plus 3 sixièmes, il me reste donc 1, plus 3 sixièmes. À chaque fois, on procède de la même façon. Je regarde le numérateur, le dénominateur. Donc, dans le 7 cinquième, je peux avoir 5 cinquièmes qui vaut 1, et il me reste 2 cinquièmes. 12 dixièmes, même chose. C'est 10 dixièmes plus 2 dixièmes. Donc 1 plus 2 dixièmes. Et pour 15 douzièmes, 12 douzièmes plus 3 douzièmes égale 1 plus 3 douzièmes.